Prenez soin de vous avec le groupe Vive et votre programme La Santé d'abord. Groupe Vive, entrepreneur du mieux vivre. Bonjour à tous et soyez les bienvenus sur le plateau de La Santé d'abord, l'émission qui préfère prévenir plutôt que guérir. Adolescents heureux, adultes en bonne santé, c'est ce que semble démontrer une récente étude américaine. Alors comment aider nos enfants à vivre le plus sereinement possible cette période mouvementée de l'adolescence, tant sur un plan physique que psychologique? Eh bien, on en parle aujourd'hui sur le plateau de La Santé d'abord. Alors nous sommes presque tous passés par là, ce tourbillon émotionnel, ce corps qui change, et ce n'est pas sale. Je pense que les personnes de ma génération apprécieront la référence, ces rêves d'indépendance et en même temps ce besoin d'être protégé par ses parents. Bref, ce n'est pas par hasard si on appelle aussi l'adolescence l'âge ingrat. Et être parent d'ado, c'est un métier qui peut être aussi un peu ingrat parfois. Et pour vous accompagner dans ce nouveau job qui n'est pas de tout repos, je vous présente deux experts du sujet. Chantal Stoner, bonjour. Bonjour. Vous êtes pédiatre et médecin de l'adolescent à la FSEF. Qui veut dire Fondation Santé des étudiants de France. Merci beaucoup. Et Denis Mathieu, bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin directeur de l'ESMPI, qui est l'établissement de santé mentale Paris-Ivry. C'est cela. Bon. Merci en tout cas à tous les deux d'avoir accepté mon invitation. Alors, quelles sont en 2023 les principales préoccupations des parents d'adolescents? Regardez, c'est un sujet de Valentine Brevet. Ils sont quand même pas mal sur leurs écrans. Il faut souvent leur dire de lever la tête des écrans. Mais voilà, spontanément, sinon ils s'y mettent. Ça peut être pour les infos, pour les jeux, et puis pour les copains, pour voilà, toutes les applis, quoi. C'est prenant. Donc j'ai un ordinateur. Et pour le coup, là, je suis tous les soirs dessus. Et même sur mon téléphone, j'ai pas de contrôle parental, mais le soir, j'essaie de me stopper et de me fixer des limites en fait. Je me dis que j'en ai fait assez la journée et que c'est le moment d'arrêter en fait. Voilà. Les jeunes ils sont accros à ses amis et même aux jeux vidéo et du coup c'est sûr qu'ils préfèrent rester chez eux dans leur canapé que d'aller courir. Moi si j'ai un travail à faire et que je prends une pause de 5 minutes, je sais que sur TikTok je peux durer jusqu'à 1 heure, quoi. Ça peut être un impact négatif. Après c'est là qu'il faut que les parents mettent des règles. Donc, il faut limiter un peu le temps et les forcer un peu à bouger. J'évite tout ce qui est malbouffe et tout ça. Je mange équilibré en semaine. Et après, c'est sûr que le week-end, je peux me lâcher un petit peu et manger des choses, on va dire, moins saines. Mais voilà, ça reste toujours équilibré en fait. Bon alors, est-ce qu'on a plus de raisons de s'inquiéter aujourd'hui quand on est parent d'adolescents qu'à l'époque où nous étions nous-mêmes des adolescents? Est-ce que des nouveaux risques sont apparus, Chantal? Alors, les risques, ils changent, puisque les générations changent. Est-ce que c'est plus grave? Je ne pense pas. C'est juste... On parle beaucoup d'écran, un peu de malbouffe. Oui, ok, mais il y a d'autres choses qu'on fait moins. Donc, pour moi, c'est juste une évolution naturelle. Et bien sûr, ça fait toujours peur d'être parent d'ado parce qu'on leur laisse une certaine liberté. Mais est-ce que c'est plus dangereux? Je ne pense pas. Bon, merci déjà pour cette note positive en début d'émission de nous rassurer tous. Pour commencer, nous allons nous intéresser à la santé physique de nos adolescents. Alors, quand on parle d'adolescence, c'est une période qui s'étale sur combien d'années à peu près? Alors, c'est une bonne question. On dit que le début de l'adolescence, c'est le début de la puberté, qui peut varier quand même un petit peu, dès 8 ans chez la fille, ou un peu plus tard. Les premiers signes qui marquent l'avènement de la puberté chez une jeune fille, c'est l'apparition des seins. C'est l'apparition des seins. Tout à fait. Alors que chez le garçon, c'est le développement des testicules, donc c'est quelque chose qu'on ne voit pas. Donc on a ce qui est vrai, la puberté arrive plus tard chez le garçon, mais en plus on ne la voit pas, puisque les premiers signes ne sont pas visibles, alors que chez la fille, ils sont visibles. D'accord. Voilà. Et l'arrivée des règles, là, c'est plutôt à la fin de la puberté. On parle à la fin de la puberté. Voilà. Et la fin de l'adolescence, ça dépend quelle est la définition, mais le cerveau, il évolue jusqu'à 25 ans. Donc de plus en plus, on considère que l'adolescence se termine à 25 ans. Qu'on appelle l'adolescence, en fait, finalement. Alors, il y en a même, c'est au-delà de 25 ans, j'en connais. Oui, mais le cerveau est mature à 25 ans. Voilà. D'accord. Donc ça, c'est autour de 25 ans. Donc c'est pas 17-18 ans, c'est plutôt 25 ans. Voilà, 17-18
18 ans, c'est les législateurs qui ont décidé ça, mais 25 ans physiologiquement. Bon, quelles sont les conséquences pour l'enfant d'une puberté trop précoce, hein? Vous parliez, quand on parle de puberté précoce, c'est vraiment avant 8 ans chez la fille et 9-10 ans chez le garçon. Les conséquences, elles sont déjà physiques, puisqu'il y a un arrêt de la croissance beaucoup plus précoce, donc ça peut entraîner des petites tailles, et puis psychologique aussi beaucoup, parce que c'est très compliqué de commencer à avoir, surtout chez les filles pour lesquelles la puberté se voit dès le début, de commencer à avoir des signes pubertaires tout à fait en début d'école primaire, c'est assez compliqué. Mais ce qui est inquiétant quand même, c'est que dans les pays industrialisés, on constate une augmentation des cas de puberté précoce, voire très précoce chez les petites filles. Comment on l'explique ça? Alors on l'explique beaucoup. Alors il y a une amélioration de la nutrition soit, mais beaucoup par les perturbateurs endocriniens, qui sont donc toutes ces substances soit qu'on ingurgite, soit qui sont dans le pesticides, etc. Mais qui sont aussi dans les maquillages, qui sont aussi dans plein de choses et qui perturbent le développement. Donc c'est moins fréquent chez les petits garçons parce qu'effectivement ces perturbateurs endocriniens vont se fixer sur les récepteurs aux œstrogènes. Donc voilà, donc plus spécifiquement les petites filles qui vont être touchées. Alors nos adolescents ne bougent pas assez, ça on le sait, avec des conséquences sur leur poids. Hein, c'est ce que montrent les dernières études. 80% des jeunes ne pratiquent pas assez d'activité physique et un adolescent sur 5 est en surpoids ou obèses. Bon, ça ne peut pas avoir seulement des conséquences sur leur poids, on est bien d'accord, hein? On est bien d'accord, l'activité physique, ça joue dans beaucoup de domaines. Je voulais juste quand même préciser que dans l'enfance, les enfants ne bougent pas assez, mais c'est assez équitable entre les filles et les garçons. Et dès que l'adolescence paraît, les garçons continuent à avoir une activité physique qui n'est pas suffisante, mais quand même. Et par contre, les filles baissent énormément leur activité physique. Donc, et pourquoi ça, Denis, vous savez pourquoi il y a un rejet du sport chez les jeunes filles à l'adolescence? Le corps et la représentation du corps, puisque le diktat du corps n'est pas le même chez les garçons et chez les filles. Chez les garçons, on valorise encore le mouvement, on valorise la force musculaire. Chez les filles, c'est plutôt l'apparence. Donc il y a une obligation de faire très attention à sa forme physique. Et le sport ne va pas forcément au lien avec Ah oui, c'est bizarre ça. On pourrait se dire, comme elles font très attention à leur ligne, elles pourraient faire plus de sport. Et non, ça n'a pas forcément de lien directement avec le poids. Mais avec l'alimentation, peut-être. Avec l'alimentation. Ouais. Et vous savez, on voit des formes qui ne sont pas des formes naturelles, hein, des formes, par exemple, en forme de mannequin, qui ne sont pas normales chez un humain, et encore moins chez une adolescente. Pour le faire, il faut ne pas bouger quasiment. Il faut quasiment avoir des atrophies localisées. Et ce regard des autres sur le corps des filles plus particulièrement entraîne cette attention particulière, donc à ne pas bouger, à se rétrécir. Et puis il y a aussi le fait que... ne pas avoir de muscles en fait, il faut être vraiment être filiforme sans... C'est le contenant extérieur qui sert de forme, hein, puisqu'on a même des gaines qui servent à ça. Chez les très jeunes filles, on voit des gaines qui permettent de modeler le corps pour avoir une attitude, une apparence. D'accord, mais ça ne passe pas par le sport. Non. Donc des conséquences, on le disait, pas seulement sur le poids, hein, mais également sur le bien-être en général. Quelles sont les recommandations de l'OMS à ce sujet? Je crois que c'est 60 minutes d'activité sportive, en tout cas physique, par jour. Mais pas forcément intensive, c'est ça la différence. Ouais. C'est-à-dire que éventuellement les jeunes vont aller faire une activité physique par semaine, aller à un cours de quelque chose. Or, c'est pas ça qui est recommandé. Ce qui est recommandé, c'est de l'activité quotidienne. C'est la régularité qui paye. C'est vraiment dans nos sociétés, en tout cas en ville, c'est ce qui est recommandé, c'est d'aller à l'école ou au travail à pied, c'est de monter les escaliers, c'est d'aller faire une promenade, etc. Ce que tout le monde peut faire. Ce qui est valable pour les adultes aussi. Hein. Tout à fait. Ouais. Je pourrais ajouter que par rapport au mouvement, c'est aussi important pour l'esprit, puisqu'on apprend parce qu'on bouge. Nous sommes des êtres de mouvement, donc apprendre, ça nécessite des mouvements en permanence, des processus habituels, mais aussi c'est comme ça qu'on divague, qu'on se permet d'avoir de l'imagination. Le mouvement sert aussi à ça. Voilà, mais comment les pousser à être en mouvement alors qu'ils préféraient être devant leur écran à jouer? Déjà leur donner l'exemple, c'est toujours ça qui marche. Oui, c'est le premier conseil qu'on peut donner, c'est-à-dire si leurs parents bougent, ils vont bouger un peu plus. Mais bon, on est tous un peu désemparés en tant que parents quand on voit nos enfants allongés toute la journée devant leur écran. C'est compliqué de les faire bouger. Après, en plus, cette génération-là. Sûrement que une fois qu'on les a entraînés à le faire, ils sont plutôt contents de l'avoir fait. Le bien-être est tel après une séance de sport que
Ils sont d'accord. Voilà, Alors, ils ont il été faut pas juste contents, qu'ils s'y il faut mettent, juste en fait, c'est ça. déclencher le mouvement. Ouais. L'alimentation et le sommeil jouent aussi un rôle très important pour préserver la santé de nos adolescents. Mais pourquoi c'est un âge où ils mangent autant de sucre et pourquoi est-ce qu'ils se couchent aussi tard? Est-ce que c'est physiologique? Est-ce qu'il y a une explication Alors physiologique? pour le sommeil, il y a plusieurs choses. D'abord, le temps de sommeil de tout le monde diminue de génération en génération. Et donc, les recommandations ne sont jamais suivies puisque les recommandations ont toujours du retard sur ce qui se passe réellement. Donc, on est toujours quand même en manque de sommeil. Et puis, physiologiquement, l'adolescent a un décalage de phase, c'est-à-dire qu'il a besoin de se coucher plus tard et de se lever plus tard, ce qui est absolument impossible puisqu'il faut qu'ils aillent à l'école. Mais pourquoi l'école est-elle si tôt? Pourquoi les cours commencent à 8 heures? J'ai l'impression qu'on parle de ça depuis des années, mais rien ne change. En France, non. En France, on ne change rien. Donc il faudrait qu'ils commencent l'école un petit peu plus tard. Voilà, ça serait pas de leur faute s'ils se couchent tard. C'est ça. Ils auraient en plus une attention nettement supérieure. Bien Les sûr. professeurs trouveraient ça beaucoup plus agréable. Bon, je ne sais pas ce qu'il faudrait faire pour que les choses changent. C'est pas faute de faire passer le message. Alors, une autre des grandes préoccupations des parents, c'est la sexualité de leurs adolescents. Alors, quand et surtout, comment leur en parler intelligemment, sans les mettre mal à l'aise? On sait que c'est un âge où ils sont très pudiques et sans leur donner non plus l'impression d'être intrusifs. Je pense que déjà, il faut commencer à leur en parler très tôt, c'est-à-dire dès l'âge de la maternelle, etc. Si on veut, c'est pas à l'âge de, j'en sais rien, moi, le jour où la fille a ses règles, qu'on va se dire qu'on commence à lui parler de sexualité. Il faut avoir abordé les choses bien plus tôt, mais avec des mots et des façons de faire qui varient en fonction de l'âge. Et donc, si on le fait régulièrement, eh bien, arriver à l'âge où eux-mêmes vont rentrer dans une sexualité, je dirais, plus adulte, eh bien, on ne sera pas gêné pour en parler. Après, si on est gêné, il y a des sites du gouvernement qui sont là pour ça, pour nous aider à leur en parler et qui sont vraiment très bien faits. Denis? Oui, on peut aussi voir que beaucoup de jeunes apprennent la sexualité à travers les réseaux sociaux. Et c'est peut-être quelque chose qu'il faut faire avec les parents, je crois. Comment gérer mieux les réseaux sociaux par rapport à ça? On sait tous que les jeunes vont voir les sites pornographiques, ce qui est une mauvaise chose pour eux, puisque ce n'est pas comme ça qu'on apprend la sexualité. Donc je pense que effectivement, ce n'est pas la réalité. C'est souvent dégradant pour les femmes. Donc il y a quand même des choses à voir qui sont importantes à leur parler. Vous savez, ils sont capables d'entendre beaucoup de choses. Alors, ils ne seront pas contents, comme pour le sport. C'est-à-dire, ils vous en voudront. Mais ils entendent quand même. L'idée est là. D'accord. Vous savez, les parents restent quand même l'image de référence des enfants. Sûr, ouais. C'est le lieu de la protection, le lieu de la sécurité. C'est le lieu où on fabrique ce qu'on appelle une saga familiale, c'est-à-dire une histoire commune à l'ensemble de la troupe, de la tribu. Donc, être là, les écouter, leur parler, même si on sent qu'on les embête, qu'on les énerve, c'est important de le faire. Alors, la bonne nouvelle quand même, c'est que la sexualité de nos jeunes ne serait pas aussi débridée qu'on pourrait le penser ou que les réseaux sociaux pourraient nous laisser penser. Pour preuve, l'âge du premier rapport sexuel n'a pas changé, toujours 17 ans chez le garçon, 17 ans et quelques mois chez la fille. Donc ça n'a pas changé en gros depuis ces 20 dernières années. C'est plutôt rassurant, non? Alors je ne sais pas si c'est rassurant. Non, en tout cas, c'est vrai que dans une société qui est tellement hyper sexualisée qu'on pourrait penser que l'âge du premier rapport aurait pu être plus alors, jeune. par contre, effectivement, si on demande aux adolescents ou même à leurs parents quand est-ce qu'ils pensent que leurs amis ont eu leur première relation sexuelle, ils ont toujours l'impression que c'est beaucoup plus tôt et qu'eux, ils sont toujours en retard, etc. Mais non, la première relation sexuelle, c'est quelque chose de stable et avec assez souvent un préservatif d'ailleurs lors de la première relation sexuelle. Les messages sont bien passés. Et à en croire certaines études, nos ados seraient beaucoup plus romantiques et fleur-bleus aussi qu'on pourrait l'imaginer. Est-ce que vous avez constaté, vous, dans vos pratiques respectives? Je ne sais pas ce qu'on imagine, mais ils sont fleur-bleus et romantiques, oui, tout à fait. Avec, il y a un spectre comme dans toutes les... mais avec l'intrusion du porno, de cette société aussi qui est hyper sexualisée, on pourrait penser que nos jeunes seraient peut-être un peu moins romantiques et... Ils vont essayer d'imiter certaines choses, mais ça n'empêche pas ce qu'ils sont profondément. Oui, puis c'est un moment où on crée des valeurs quand même, où chacun se crée des valeurs à l'adolescence. Donc on est plutôt enthousiaste, on a une vision plutôt positive. Et quand on n'a pas une vision positive, là, on passe dans la pathologie mentale. Et tant qu'on a une vision positive, effectivement, on est plutôt romantique. C'est ça la vie rêvée. Alors à quel âge, à quelle occasion doit-on emmener sa fille faire son premier examen gynécologique? Est-ce qu'il faut attendre le besoin d'une contraception ou pas forcément? Alors, je pense que déjà, il faut l'emmener voir le médecin.
ce qui est la première chose, avant, que ce soit le première étape, pédiatre avant ou le- le bien médecin sûr. généraliste, parce qu'eux seront les premiers à pouvoir dire est-ce qu'il y a besoin ou pas d'un examen gynécologique. Et d'ailleurs, une bonne partie des médecins généralistes, voire des pédiatres, savent faire l'examen gynécologique. Donc, je pense que la première étape, c'est de l'emmener voir le médecin, ce qui est comme quelque chose qui est très rarement fait à l'adolescence. Puisque, bon, ils vont globalement bien, donc on ne les emmène pas, et donc on ne suit pas l'état de santé. Voilà. Le premier conseil, c'est emmener chez le C'est pas médecin. parce qu'il est adolescent qu'il ne faut plus emmener chez le médecin. Et surtout, il y a maintenant la vaccination concernant le papillomavirus. Ça peut être l'occasion aussi de l'emmener chez le médecin ou chez le pédiatre ou Tout à fait. chez le Mais je recommanderais quand même gynécologue une fois par an d'aller voir le médecin d'aller faire un pour bilan, suivre. de voir si la croissance se fait bien, s'il y a pas de... Si la puberté se fait bien, si la croissance se fait bien, s'il n'y a pas de problème particulier. Bon, alors un mot sur ce fameux vaccin contre le papillomavirus. Et à partir de la rentrée 2023, information importante, on pourra se faire vacciner dans les collèges. Vous le recommandez à vos patients? À quel âge peut-on faire ce vaccin? C'est important aussi de vacciner les garçons. Enfin voilà, quelles sont les informations pratiques à nous donner? On recommande fortement ce vaccin à tout le monde, filles et garçons. Puisqu'il protège effectivement contre le cancer du col de l'utérus, mais pas que. Il protège aussi contre des cancers qu'on voit chez l'homme. Il protège contre un certain nombre de... cancer de la gorge, de la bouche, du pénis, de l'anus. Tout à fait. Et contre certains types de verrues des organes génitaux, entre autres. Oui, chez les hommes, c'est assez visible. Souvent, c'est symptomatique avec des espèces de verrues génitales pas forcément très jolies. Mais chez la femme, ça peut être complètement asymptomatique. Tout à fait. Et donner malheureusement un cancer du col de l'utérus. Donc on recommande. Absolument. Le plus possible. Bon, très bien. Et c'est à faire à partir de quel âge? De 11 ans. De 11 ans. Et jusqu'à quel âge on peut le faire pour que ce soit efficace? Alors, là, il y a plusieurs... D'accord. Oui, c'est ça. Il y a différentes recommandations. Les recommandations ont changé et changent régulièrement. Et ça dépend aussi des pratiques sexuelles. Donc, je pense que l'idéal, c'est d'aller voir son médecin et de se conformer à ce qu'il va dire. D'accord. Alors justement, en parlant de maladies sexuellement transmissibles comme le papillomavirus, signalons que depuis le 1er janvier 2023, les préservatifs sont gratuits en pharmacie pour les 18-25 ans. C'est un sujet de Dominique Parmentier. Dans cette pharmacie de la banlieue bordelaise, à la clientèle plutôt âgée, les boîtes de préservatifs ne sautent pas aux yeux. Quelques boîtes de marque commerciale trônent discrètement sur ce présentoir, mais celles-ci ne sont pas remboursées. Celles qui sont gratuites se trouvent dans l'arrière-boutique. 2 marques en particulier, Eden et Sortez Couvert. Ce sont des préservatifs de même qualité, il n'y a aucun risque. D'autres préfèrent avoir des préservatifs différents, en forme, en goût, on peut tout imaginer, qui effectivement, ceux-là, seront payants. Pour bénéficier des marques gratuites, il faut simplement avoir moins de 26 ans et être assuré social. Avec sa carte vitale, si on le souhaite. Quand c'est de façon anonyme, on demande juste l'âge de la personne. Donc la carte d'identité ? On ne demande absolument pas cette délivrance anonyme, je le dis bien. Même les mineurs sans minimum d'âge peuvent donc en bénéficier. Concernés ou pas, la clientèle approuve cet accès facilité à la prévention. Je trouve que c'est une bonne chose. Ça peut être tabou chez certaines familles. C'est important parce que ça va permettre... c'est un accès plus facile en fait. Ah, pour les moins de 26 ans ? Oui, parce qu'ils savent moins se contrôler quand même que les plus âgés. Enfin, je pense que c'est une bonne idée. Mais pour ce pharmacien, il manque une véritable communication auprès des jeunes pour mieux faire connaître ce dispositif. Voilà, un dispositif qui mérite d'être connu. C'est jusqu'à 26 ans. J'ai dit 18-25 ans, mais en fait... En dessous de 26 ans. C'est en dessous de 26 ans. Voilà, puis c'est un dispositif qui mérite d'autant plus d'être connu que le nombre d'infections sexuellement transmissibles, ce qu'on appelle les IST, notamment à chlamydia et à gonocoque, sont en recrudescence. Et un petit mot peut-être sur le sida qui a marqué vraiment notre génération, mais est-ce une inquiétude pour les adolescents d'aujourd'hui ? Alors, les adolescents d'aujourd'hui ne s'inquiètent pas du tout du sida. Même certains ne savent pas ce que c'est, ce qui est quand même assez impressionnant pour notre génération. Non, ils ne sont pas plus inquiets que ça. Mais ils se protègent quand même, vous l'avez dit tout à l'heure. Ils se protègent, mais rapport avec un préservatif. Mais ce n'est pas pour le sida, c'est pour les IST en général, mais pas le sida particulièrement. Parlons également contraception, notamment la pilule, qui reste le moyen de contraception le plus utilisé, 45% des cas, préservatif dans près de 30% des cas. Et une pilule et un préservatif, ceinture et bretelles, dans 16% des cas. Mais la
pilule, quand même, connaît un recul persistant chez les jeunes femmes depuis ces 10 dernières années. Comment l'expliquer, ça ? Alors déjà, la pilule, elle est surtout utilisée, on va dire, en début d'âge adulte. C'est surtout les 18-25 qui utilisent majoritairement la pilule. Les moins de 18 ans utilisent plutôt le préservatif ou d'autres méthodes. Et puis, effectivement, il y a une grande vague là, de contraception plus naturelle, donc sans utiliser d'hormones. On essaye de mieux reconnaître ses cycles, etc. On analyse sa glaire. Il y a différentes façons de faire. Donc la pilule n'est plus la solution miracle des années 80 aujourd'hui. Mais il faut savoir que ces méthodes naturelles n'ont pas la même sécurité de la pilule, donc quand même attention. Il faut bien s'informer, il faut bien se connaître sur et connaître méthodes son d'observation du cycle, mais qui peuvent être effectivement une bonne alternative. Alors, je le disais en introduction, un adolescent heureux sera un adulte en bonne santé, notamment sur le plan cardiovasculaire. Être un ado heureux, mais ça veut dire quoi, en fait, Denis ? Probablement avoir une image de soi positive. C'est peut-être l'élément le plus important, c'est de se dire « je vaux quelque chose ». Et je vais réaliser quelque chose de ma vie. Je crois que c'est un peu le travail qu'on fait tous en tant que thérapeute, c'est de permettre aux adolescents de se réaliser. Alors pour se réaliser, il faut que l'environnement soit sécurisé, que les parents soient présents, que l'école soit bienveillante, mais aussi que la vie physique soit, on en a parlé au début, mais la vie physique est très importante. Quand on est mal dans son corps, jamais on ira bien dans sa tête. Donc c'est des choses peut-être importantes, et c'est ça. Comment je vais devenir un adulte heureux ? Et là, c'est ça, être un adolescent heureux pour un adulte heureux. Malheureusement, une enquête de Santé publique France a montré qu'un jeune sur 5 présente aujourd'hui des troubles dépressifs depuis 2007, un chiffre qui a quasiment doublé. Quelles sont les principales raisons ? On ne peut pas tout mettre sur le dos du Covid non plus. Non, alors il y a arrangé la situation, mais il y a plusieurs inquiétudes qui sont devenues des inquiétudes générales. Le Covid a révélé quelque chose qui était on peut mourir de maladie, qui semblait impossible pour nos adolescents. Ça n'existe pas. Ils voient à peine leurs grands-parents décédés, donc qu'eux-mêmes puissent être frappés du décès, ce n'est pas possible. Et puis, il y a l'environnement général, la guerre qui revient, quelque chose qui leur paraissait de l'histoire, ou rigoler en cours d'histoire, ça devient à la porte. Et puis, bien plus largement, c'est l'éco-anxiété, puisque là, on voit vraiment que la préoccupation par rapport à l'état du monde, l'état de notre planète, influe directement la capacité de se projeter dans l'avenir. Et là, c'est vraiment un élément que les adolescents... Ce n'était pas le cas de notre génération. Absolument. Donc c'est vrai qu'on a du mal à comprendre, nous, en tant que parents, cette éco-anxiété, comme vous le dites. Je crois qu'avoir vu ses parents complètement désemparés par le Covid, quand même, ça les a inquiétés. En plus du fait de voir qu'on pouvait mourir de maladie, mais voir ses parents complètement désemparés, ne pas savoir quoi faire, ça les a mis quand même dans une situation compliquée. Alors, comment on peut les aider à aller mieux, nos ados, en tout cas sur un plan mental ? Alors, déjà parler avec eux de ça, les symptômes qu'ils peuvent présenter, et puis leur permettre de faire des petites choses, parce que la difficulté, c'est quand on ne peut pas agir. Et c'est avec eux comment faire des petites choses. On voit très bien maintenant beaucoup de jeunes qui vont faire des petites tâches, qui vont ramasser des déchets sur la plage, qui vont faire des accompagnements de personnes plus âgées. En fait, tous ces petits actes font que leur vie reprend un sens, elle a de nouveau une saveur, et ils peuvent agir sur leur environnement. Agir leur permet de reprendre confiance en eux. D'être dans l'action, de faire quelque chose. Et donc d'aller mieux. Alors, c'est important aussi pour les adolescents d'arriver à exprimer leurs sentiments. C'est un exercice souvent difficile à cet âge où on est très pudique ou parce que l'environnement ne se prête pas toujours à la confidence. Alors, heureusement, il existe des lieux d'accueil pour les jeunes en souffrance psychique, une maison où des jeunes de 18 à 25 ans viennent se confier à des professionnels qui les aident dans leur parcours de vie. C'est un sujet d'Élise Comarteau. Allez-y, entrez, je vous en prie. Chaque semaine, une trentaine de jeunes osent pousser les 2 portes de ce lieu atypique. Il y a des ateliers à médiation plutôt artistique, jeux de société, regarder des films. On est partant, il n'y a pas de planning à l'avance en fait. Ici, l'intérêt c'est qu'on est 15 professionnels, donc après il y a des accroches qui se font avec certains et pas d'autres. Elles sont devenues presque des amies. Shafika vient là depuis 1 an. Parce que ça me fait du bien. Au lieu d'être seule à la maison. Au début, quand je suis arrivée ici, je ne pensais même pas à mon hospitalisation. J'ai fait beaucoup de trucs qui sont positifs. Ce chemin, c'est l'objectif de Passe Miraille, une référence au personnage de la nouvelle de Marcel Aimé. C'est un personnage qui passe à travers les murs et qui est coincé au bout d'un moment dans un mur, comme les jeunes qui passent à travers nos institutions. Donc l'idée, c'était d'adapter un lieu où les jeunes puissent venir pour pouvoir recréer du lien avec justement les professionnels de santé mentale. L'intérêt, c'est qu'à Passe Miraille, ça soit un passage, que les jeunes ne restent pas. On prend le temps, mais
il y a un passage et une orientation qui se fasse. Depuis la fin du Covid, de nouveaux jeunes se présentent, des étudiants en détresse passagère. Ils restent moins longtemps entre les murs, mais l'ARS vient de pérenniser l'existence de Passe-Muraille en le subventionnant à 100% depuis 1 an. Si tu savais, maman, comme j'ai bobo, maman, le monde est fou, mais moi je danse encore, maman. Et je danse, et je danse, et je danse encore. Voilà, et précisons également qu'il existe des maisons des adolescents dans chaque département aujourd'hui, c'est obligatoire. Tout à fait. Voilà, donc chaque département développe sa maison sous un format qui est quelquefois un petit peu différent. Il y en a des très grandes, il y en a des toutes petites, mais qui permet l'accueil des jeunes. Mais c'est un accueil gratuit, anonyme, tout à fait, où les jeunes peuvent venir exprimer leurs souffrances, ou poser des questions sur leur santé, ou des choses beaucoup plus larges. D'accord. Voilà. Eh bien, un grand merci à tous les deux. On a appris beaucoup de choses en 26 minutes. C'est court, mais on a pu aborder beaucoup de sujets différents. Donc, merci encore. Les points à retenir, peut-être, un adolescent sur 5 est en surpoids ou obèse aujourd'hui. Il faudrait qu'il pratique au minimum 60 minutes d'activité physique par jour. C'est la régularité qui paye et marcher, ça suffit. Les préservatifs sont gratuits dans les pharmacies avant 26 ans. C'est-à-dire qu'au début, c'est vrai que le gouvernement a parlé de 18-25 ans, mais comme l'âge du premier rapport est à 17 ans, ce n'était pas très cohérent. Il existe un vaccin efficace contre le papillomavirus, à l'origine, quand même, je le rappelle, de 95% des cancers du col de l'utérus chez la femme. Et enfin, n'oublions pas, vous l'avez très bien dit, un adolescent heureux sera un adulte en bonne santé et un adulte heureux également. Donc à nous de les entourer, les accompagner, sans les étouffer bien sûr, et surtout de leur faire sentir qu'on les aime. Voilà, un grand merci à tous les deux. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission. Et j'aurai le plaisir de vous retrouver très bientôt pour un prochain numéro de La Santé d'abord. Et d'ici là, prenez soin de vous. Le groupe Vive vous a présenté La Santé d'abord, le programme qui prend soin de vous. Groupe Vive, entrepreneurs du mieux vivre.